La chouette. La chouette? Chouette quoi? La chouette? Ah, j'aime beaucoup la chouette, oui, je la vois jamais. Je l'entends parfois, je ne sais pas si elle existe encore, parce qu'elle a été complètement décimée. Et puis c'est Athéna, c'est la sagesse, à cause des grands yeux, je pense, qui voit la nuit. Because of her looks, I think. Because of her... The owls are mysterious figures for me. L'Athéna noctua comme petite chouette est vraiment ravissante. C'est un oiseau gris avec de grands yeux jaunes. C'est un oiseau que tout le monde a dû rencontrer une fois dans sa vie, même sans s'en rendre compte, en prenant peut-être ça pour un gros moineau, sans se poser de questions. Mais quand on regarde les yeux de la chouette chevêche, on comprend qu'en fait, c'est elle qui pose des tas de questions. Alors quand on entend ça, quand la nuit tombe et puis qu'on entend ça, ben, on se sent très très bien. Et moi, j'ai peur de la chouette. Moi, je suis fasciné par la chouette. Oui, j'aimerais avoir des yeux de chouette. C'est en fait un oiseau qui est très plaisant, qui est agréable à regarder en tout cas, qui est très agréable à voir voler aussi, puisqu'en fait c'est un vol qui est très silencieux. C'est assez impressionnant de voir ces oiseaux voler. Il y a eu des pétitions, on a des traces de pétitions des Grecs anciens qui se plaignaient parce qu'il y en avait tellement autour du Parthénon en Grèce qu'on a des pétitions parce qu'il y a trop de chouettes qui chantent la nuit. C'est une compagne un peu bavarde, c'est une compagne un peu loquace. Elle me fait penser au fait que la Grèce a été, dans sa culture antique, la première patrie de la parole. Le dernier des grands philosophes de l'Occident, Hegel, a dit que l'oiseau de Minerve, la chouette, prenait son envol à la tombée de la nuit. Die Eule der Minerva beginnt erst mit der einbrechenden Dämmerung ihren Flug. Je n'ai pas un bon souvenir de cette phrase. Cette phrase me disait toujours que les philosophes ne se levaient qu'à la nuit, n'est-ce pas? Ben, je suis très très ennuyé. Moi, je me lève aux aurores, je me couche tôt et je me lève tôt. Et je crois vraiment que la philosophie est plutôt du côté de la lumière que du côté de l'oiseau de nuit. Elle nous donne des nouvelles du monde des ténèbres, du monde des morts, du monde qu'on ne connaît pas. Et elle pose sans arrêt la question, pourquoi vous me faites ça? Mais si on doit dire contre Hegel que la philosophie est une technique pour regarder dans l'obscurité ce qui est caché dans l'obscurité, alors je prends trop au sérieux l'oiseau de Minerve. C'est étrange cet animal, oui, qui devient tout à coup l'emblème et le symbole de la sagesse. Elle regarde, elle a l'air très sage, c'est la sagesse personnifiée. Et puis ensuite, elle a un petit mouvement de tête qui fait qu'elle devient comique. Alors donc, elle se fout un peu d'elle-même aussi, par la même occasion. C'est l'humour sur le monde et l'humour sur soi-même qui ne va pas sans une certaine naïveté, que traduisent ces grands yeux ronds, qui sont grands ouverts comme ça, comme d'un enfant naïf et complètement ouvert au monde. Et tout à coup, il y a ce petit mouvement qui fait que l'humour intervient. Et c'est en même temps la naïveté et l'humour. C'est peut-être ça la sagesse, après tout. Να συνοψίσουμε και να πούμε ότι δεν είναι μόνο ένα ωραίο θέμα στο το ζωικό βασίλειο, από το βασίλειο των πτηνών που μας προξενεί ευχαρίστηση, αλλά είμαστε θρεμμένοι από την παιδεία μας να το βλέπουμε ως σύμβολο σοφίας, έχοντας οι ίδιοι περάσει από αυτές τις ηλικίες όπου ως μαθητές κάποια εποχή που είχαμε το καπέλο το γυμνασιακό με το σύμβολο, με την κουκουβάγια επάνω και τα γράμματα του γυμνασίου μας, και από εκεί και πέρα βέβαια βλέποντας κάθε ευκαιρία στις επωνυμίες και στα σύμβολα των ακαδημιών, των πανεπιστημίων, των σχολών, των εταιριών, το σύμβολο να εμφανίζεται, ένα πολύ, πολύ ευχάριστο και πολύ εμπνευστικό για συμβολισμό, κάθε είδος συμβολισμό, ακόμα και αυτή η ωραία αναφορά στο ότι η κουκουβάγια είναι το πτηνό που τη νύχτα, κατεξοχήν τη νύχτα διακρίνει μέσα στο έρευος το στόχο της, επομένως και βέβαια η φιλοσοφία που ανιχνεύει τα σκοτεινά και τα βαθιά μπορεί κάλλιστα να παρομοιαστεί με την δική της ικανότητα. Alors, je portais un toast à la philosophie.
Pour moi, c'est équivaut à porter la tour sur la philosophie grecque, parce que toute philosophie, pour moi, par définition, est la philosophie grecque. La philosophia fait son apparition à partir de Platon. Le mot philosophie, ça fait toujours peur. Je me souviens quand j'ai fait une série d'émissions justement pour FR3, on me disait surtout ne pas employer le mot philosophie car tout de suite les téléspectateurs vont tourner le bouton du poste. Mais à partir de 1831, date la mort de Hegel, on ne peut plus parler, à proprement parler des philosophes. On ne peut pas nommer Marx un philosophe, on ne peut pas nommer Heidegger un philosophe. Ce à quoi une certaine, disons, tradition post-philosophique, métaphilosophique prétend, ce n'est plus être des instigateurs d'un système de philosophie, mais des penseurs du monde. La philosophie, donc, tout au long de sa marche, qui a duré à peu près 2500 ans, a été essentiellement idéaliste. Elle a développé toutes les possibilités idéalistes, toutes les prises de position idéalistes, et elle s'est achevée. Si on dit qu'il y a fin de la philosophie, il faut dire alors du même coup, il y a fin de la liberté. Parce que la philosophie, c'est cela. La fin d'une chose dure plus longtemps que la chose elle-même. C'est-à-dire, quand je parle de la fin de la philosophie ou de la fin de la période grecque de l'histoire, cette fin est destinée à durer très très longtemps jusqu'à ce qu'il y ait un problématique autre commencement qui aura ou qui n'aura pas lieu. Et la philosophie telle que les Grecs, et pas Platon, déjà avant Platon, c'est les présocratiques, l'ont créée, c'est précisément que je suis libre de penser. Et je suis libre de m'interroger. Je ne suis pas arrêté par le fait que dans le Pentateuque, la vérité est déjà dite. Et ce que je peux faire au mieux, c'est faire un commentaire interminable des volumes du Talmud, les uns après les autres, mais où il y a toujours un cran d'arrêt. Il faut que quelque part tu justifies que ce que tu dis est compatible avec ce que notre Père qui est aux cieux a dit et qui est consigné dans le livre canonique. Dans cette époque, les hommes vivaient dans un texte sacré, vous comprenez, la Bible. Et la Bible était, voilà, la dimension textuelle dans laquelle ils se trouvaient, ils respiraient et pensaient et mouraient. Les Grecs n'ont pas de prophète. Il n'y a pas de livre sacré en Grèce. Je ne connais pas un philologue qui ait tiré la conclusion de ce fait. Il n'y a pas de livre sacré en Grèce. Il n'y a pas de prophète. Il y a des poètes, il y a des philosophes, il y a des législateurs, il n'y a pas de prophète. Monsieur, voilà. Toute la philosophie grecque, c'est les Kalos Aeretai. Ah oui, c'est un texte énorme. C'était eux-mêmes eux-mêmes qui créaient ce texte. C'est pas en dehors de... Comment peut-on dire, n'est-ce pas, que la Grèce n'a pas de texte? La Grèce est texte. Il n'y a pas cette vérité dernière, il n'y a pas une vérité incarnée par le parti ou par le secrétaire général. La question que se posent les Grecs, c'est ça l'origine de la philosophie. L'origine de la philosophie, c'est pas qu'est-ce que l'être. Parce que qu'est-ce que l'être, les Bantous ont une réponse. Tout le monde, les Chinois, les Indiens, il y a des trucs énormes. Non, c'est qu'est-ce que je dois penser, n'est-ce pas? Et ça commence par la critique des représentations de la tribu. Les gens croyaient que, et puis viennent les philosophes présocratiques, ils disent, mais tout ça, c'est des histoires, on raconte, c'est des fables. En fait, le monde est fait d'eau, ou il est fait de l'apeiron, il est fait d'infini, comme dit Anaximandre. Idée d'ailleurs indépassable, parce que le monde est fait d'infini grand, et d'infini petit, et d'infini dans toute une série d'autres sens. Bon. Or, philosopher, c'est se demander qu'est-ce que je dois penser. Et ce que je dois penser ne peut pas s'éteindre. Une fois que la question a surgi, je suis toujours saisi par cette question. Que dois-je penser de l'être? Mais que dois-je penser aussi de mon savoir, de ma pensée de l'être? Commence le redoublement philosophique. Que dois-je penser de ce que je dois faire?
Que dois-je penser de la cité? Que dois-je penser de la justice? Et tout cela, ça fait partie de ce projet de liberté que les Grecs ont commencé. Si les Grecs ont créé quelque chose, c'est la liberté. D'abord, quand on dit libre, le mot grec eleftheros, cela signifie « je viens de l'Ésis ». Éleusis, ses mystères, ses temples, ses chantiers navals. L'homme qui vit ici, il veut la liberté. Ah oui, tiens. Eleftheria, n'est-ce pas? Voilà, c'est aussi un moment dans le texte grec. Platon, tous les philosophes, n'est-ce pas? Ils se sont révoltés contre les dieux, contre la dictature des dieux, n'est-ce pas? Hein? Voilà. Alors, ils ont donné le texte de la liberté, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que nous aussi, hein, nous voulons aussi la Grèce. Pour nous aujourd'hui, c'est l'Ouest quand même. Hein. Lyonia avait écouté en silence, puis il demandait à porter un toast. Cela se passait à Tbilissi en mars 1988. C'était un des rares endroits du monde où les mots avaient un sens et la philosophie un enjeu. За понимание давайте. За Бахтина, за диалог. Объясните, почему? Действительно, почему тут... Нет, я готов. Мы считаем, грузины считаем, что все хорошие люди грузины. Поэтому я готов зачислить Бахтина в грузины. Греки. И греков в грузины. Прошу тогда. Раньше был путь из варяг в греки, а теперь из грек в грузины, на котором мы находимся. Сейчас это модное слово, диалог, даже политики, даже Горбачев часто упоминает это слово диалог, но во всяком случае в советскую речь оно вошло косвенным образом или прямым через Бахтина все-таки. Он писал об этом много, хорошо. Теперь это слово стало расхожим, говорят о необходимости диалога, о переходе от централизма и монополии к плюрализму и многоточию, многим точкам зрения. Но выпьем за того, кто очень много сделал для того, чтобы наша жизнь стала хотя бы чуть-чуть более идеологичнее. Pour la plupart de nos interlocuteurs, l'exercice de l'intelligence était devenu sans risque. Ici, l'intelligence était toujours une arme, et aussi une cible. Elle s'inscrivait dans un très ancien débat, celui du philosophe et du pouvoir. Je ne connais pas d'expérience où un philosophe, Aristote avec Alexandre, Platon avec les tyrans de Sicile, Voltaire avec Frédéric II, Diderot avec la tsarine, etc., etc. Nous avons mille et un exemples de philosophes qui ont approché l'homme politique. Nous n'avons pas beaucoup d'exemples. Nous n'avons pas beaucoup d'exemples de réussite à cet égard. Ça, c'est lorsque les sages ne sont pas suffisamment sages. Et s'ils sont vraiment sages, c'est-à-dire presque divins, alors les choses ne devraient pas évoluer dans ce sens-là. Je ne désire pas que l'humanité soit gouvernée par les philosophes. Une idée, vous savez, elle est toujours bonne lorsqu'elle n'a pas le pouvoir. J'aime les idées tant qu'elles ne sont pas fortes. J'aime les idées qui n'ont pas trop de poids. Dès qu'une idée commence à être dominante, aussi bonne soit-elle, elle devient abominable. Une idéologie est toujours une idéocratie, et il n'y a pas de tyrannie plus mortelle. Ce qui me fait peur de faire une théorie politique, c'est que j'ai peur du pouvoir, et je préfère le pouvoir du peuple, le pouvoir de l'argent, le pouvoir de n'importe quoi, plutôt que le pouvoir des idées. Chaque fois que les idées ont eu le pouvoir, elles ont tué des hommes. Et la vraie estimation de la valeur d'une science ou d'une théorie, c'est le nombre de morts qu'elle n'a pas fait. Montre-moi le nombre de tes morts et je te dirai ce que tu vaux. We have to acknowledge that the Greeks failed in their own civilization to find a solution. I mean, they did, their cities fought, they themselves competed and struggled, and whatever institutions of democracy, whatever philosophical constructions
that acknowledge the rationality of all males and females, the possibility of an ordered universe in which men could all be wise and happy, they never came close to realizing it. The closest they came was after they had been conquered and were no longer in any position to impose their own military or political order on anybody. Then all that was best and most beautiful amongst the Greeks could be taken out and employed, and the rest could be abandoned. But it's a real puzzle to me, and it's really, again, I think of real importance to our own culture, which in some ways is so similar, with its same emphasis on individual excellence and competition. Really, the idea that your success is at the expense of somebody else. Your nation's success is only really valuable, again, if it's at somebody else's expense. Your generosity to other nations is only a sort of afterthought, if you like, to make yourself feel a little morally superior, but the assumption being that your politicians are answerable only to the members of their own nation, just as the individual Greeks were answerable to the members of their own polis, and you yourself are answerable to your own immediate family. Vous avez des civilisations qui ont des certitudes et qui n'ont pas d'inquiétude. Je crois que l'Europe, procédant de la Grèce, est le monde de l'inquiétude, que je dirais, moi, vivifiante. La seule certitude européenne que je puisse exprimer aujourd'hui, c'est pas la perspective du grand marché unique de 1992 qui se fera probablement en 1995 s'il se fait, ou en 98. Ça, on verra. Mais ma certitude, c'est qu'il y a cet homme culturel européen et qui ne peut que s'exprimer chaque jour davantage désormais. Et c'est ce que l'on verra apparaître. Alors certains diront c'est une réaction contre l'envahissement de cette culture anglo-saxonne simplifiée, car tout est simplifié. Je ne crois pas, ce ne sera pas une réaction, ce sera une sorte de retour à l'authenticité de l'inquiétude. Si l'Europe a été grande et les cultures européennes ont été grandes et sont grandes, c'est parce qu'elles ont exprimé cette inquiétude fondamentale et libératrice. Nous avons le moyen de détruire cette planète. Il paraît que ce n'est même pas très difficile. Des moyens chimiques et nucléaires, nous sommes pour la première fois maîtres absolus d'une planète où, pour moi, nous avons été invités mystérieusement et nous l'avons sali, nous l'avons mis à sac, nous l'avons réduit à des ordures et nous sommes maintenant à la lisière de la détruire. Par contre-mouvement mystérieusement asymétrique, mais Héraclite aurait compris, c'est ça le mystère dans la chose. Il aurait trouvé la formule de l'équilibre qui n'est pas en équilibre, qui est toujours en mouvement dynamique et dramatique, le déséquilibre de la symétrie. Par asymétrie, nous pouvons créer la vie. Nous sommes très, très proches de la création in vitro, de la vie multicellulaire, et de pouvoir même choisir les formes génétiques qui nous semblent les plus propices à l'avenir de l'humanité. Nous sommes devenus les dieux, certains dieux ironiquement, des dieux pris dans la trappe d'une opaque autodivinisation. Et le conflit a été absolument pressenti, non seulement par les présocratiques, pour lesquels le pas vers le savoir et le pas vers l'humanité dans toute sa gloire et dans tout son péril. Le philosophe qui tombe dans le puits parce qu'il est en train de calculer la distance de l'éclipse aux astres. Et les femmes de la ville se moquent de lui, comme d'Aristote plus tard, mais c'est le philosophe qui a raison. Archimède est dans son jardin, il travaille un problème de géométrie, des sections coniques, je crois, du 5e ordre, qui n'a été résolu qu'au XVIIe siècle. C'est Archimède qui avait posé les données du problème. On lui dit l'ennemi vient vous tuer, il n'entend même pas. Parce que c'est parfaitement sans intérêt qu'on vienne vous tuer. Ça, c'est une bagatelle contingente comparée à l'éternité de l'équation. C'est la Grèce qui pose ce rêve de la connaissance qui transcende toute vie individuelle. Et aujourd'hui, nous nous trouvons devant les grandes portes de la nuit. C'est-à-dire, si nous ouvrons ces portes-là, il est concevable que la question même n'ait plus d'avenir. Mais j'insiste, nous nous la posons d'après des données qui sont celles des dialogues platoniciens. Et lorsque le saint
L'homme absolu dans le désert, l'ermite, dit « Je ne lis plus, je n'écris plus, je ne pense plus, je donne de l'eau aux pauvres si je peux et je prie », c'est la contre-attaque contre Athènes. C'est la vieille contre-attaque qui dit la connaissance, la gloire, l'orgueil du cerveau. Où est-ce que ça nous a amenés? Au bord du suicide. Et les Grecs savaient que c'était là la dialectique de la question et d'une des réponses possibles. Тут долго снимают, и камеры показывают милых людей, говорящих на милые темы, но это еще одна демонстрация того, что как трудно совершить шаг к смерти или к неизвестному, потому что, насколько я представляю, для греков неизвестность и смерть была одно и то же. Хотя они знали, что такое смерть, и даже был мир теней, мир погибших, но никто не знает по-настоящему, что такое смерть. Одна из штук всей этой нашей, я имею в виду нашей не всемировой, а вот всемирной, а реальной ситуации, это боязнь, страх настолько вошел в нашу жизнь, настолько опустошает нас, что мы боимся даже не умереть, а не знаю чего. Но кто-то из писателей сказал, что начальство боятся больше, чем смерти. Ну вот, одна из таких страшных задач – это научиться и жить, и умирать достойно. Потому что все эти призывы к тому, что будем свободными, будем людьми, они бессмысленны, пока мы не научимся не бояться смерти. Встретить ее как Сократ. Философия – это искусство приготовления к смерти. Философия – это ничто иное и просто. Искусство приготовления к смерти. А греки умели умирать достойно. Что, может быть, мы потеряли, в отличие от греков, это смерть или истерическая вместе с фюрером бросание на дзоты, или индивидуальное самоубийство. Ну, выпьем за то, чтобы мы могли умереть достойно, как философы. Et nos banquets s'achevèrent l'un après l'autre. Nos invités rentrèrent chez eux, et les mots grecs poursuivirent leur chemin autour du monde, visibles, invisibles, clandestins, maquillés, équivoques, lumineux. Certains nous regardaient de travers, ceux que nous avions dû abandonner en route. Académie, barbares, catastrophes, dolicocéphales. Mais il avait fallu être injuste, arbitraire et nous fier davantage à l'aimantation mystérieuse des paroles qu'aux idées qui se présentaient si bien sur le papier. En fait, ces épisodes s'étaient composés à leur façon. Ils avaient suivi les consignes d'une grammaire cachée. Et c'était peut-être une preuve de plus que les mots et les mythes continuaient de vivre parmi nous, comme les anges de Wim Wenders. À la fin du banquet d'Athènes, nos amis s'entretinrent encore un moment. Dans les anciens banquets aussi, on avait du mal à se quitter. Sur la table desservie, Yorgos, notre machinot, faisait une réussite. Ainsi, une fois de plus, la chouette avait eu le dernier mot.